En 1845, Gustave Flaubert décrivait le lac de Caume par ces mots. On voudrait vivre ici et y mourir. Tous les sentiments de la nature s'y trouvent réunis et le grand prédomine. Comment lui donner tort ? D'épaisses brumes nappant des eaux placides, révélant avec malice leur rivage et leur horizon, villas et jardins harmonieusement nichés dans les interstices de la végétation qui l'entoure et lui inspire son élégance, partout où le regard se pose, le lac envoûte, hypnotise, étourdit. Certaines demeures comme la villa del Balbianello ou la Gaeta ont été des cadres idylliques pour le 7e art, depuis les Frères Lumière jusqu'à James Bond, en passant par Alfred Hitchcock et Orson Welles. Source d'eau et d'idées douces pour Verdi, la Calas ou Sinatra, le lac a rendu aux artistes toute l'admiration qu'ils lui ont vouée. Au pied des Alpes et à la frontière du Tessin suisse voisin, le lac déroule sa grâce sur 45 km, formant un Y à partir du village de Bellagio jusqu'à Caume et ses 83 000 âmes chanceuses. Menaggio, Tremezzo, Gravedona ou Varena bordent également ce lac, parmi les plus profonds du monde. La Lombardie peut d'ailleurs se vanter de voir la nature répéter ses prodiges. Le lac Majeur, le lac d'Iseo et le lac de Garde offrent un cadre tout aussi pittoresque. Mais Caume s'est définitivement révélé au grand public lorsque George Clooney a décidé d'y poser un pied en 2002. En rachetant la villa Oleandra, il a créé un élan au sein de l'élite américaine et d'autres célébrités lui ont emboîté le pas, comme Bill Gates, Tom Cruise ou Rupert Murdoch. Cette région du nord du pays est la plus peuplée d'Italie, avec près de 10 millions d'habitants, composant avec une nature décidément généreuse à leur égard, puisqu'outre les très belles villes de Milan et de Bergame, il est possible d'admirer la vallée de la Valtelline, de randonner dans la réserve naturelle de Pian di Giambro ou d'aller skier à Chiesa Valmalenco. Côté football, là aussi les Lombards sont vernis. Avec l'Inter et l'AC Milan, la Lombardie dispose de la première force de frappe italienne à l'échelle européenne et a fait de sa capitale la deuxième ville la plus titrée du pays. Mais le club qui nous intéresse aujourd'hui est celui de Caume, un club plus que centenaire fondé en 1907 et qui malheureusement a dû être refondé en 2005 et 2017. En termes de palmarès, il n'y a pas grand-chose à relever. 3 titres de champion de série B et 1 de série D, ce qui est respectable en soi évidemment, mais on note une absence totale de décoration domestique ou continentale au plus haut niveau. Et pour cause, le Como 1907 a passé le plus clair de son temps dans des divisions aussi profondes que le lac. Une rapide incursion en Serie A en 2002 a fait croire à une renaissance, mais 2 relégations successives ont ramené les tifosi à leur dure réalité, celle de supporter l'un des clubs les plus mal gérés de la botte. Et ça fait perdre les pédales. Alors que le club est dans une dynamique prometteuse, le président Enrico Preziosi claque la porte après que les supporters l'aient insulté suite à une défaite à domicile au début de la saison 2003-2004. La conséquence ? La faillite du club à l'été suivant. Bis repetita en 2016, lorsque le club sombre à nouveau et qu'il est placé sous administration financière. Il finira même par être vendu aux enchères. Pour l'anecdote, c'est Madame Akosua Pougny-Essien, l'épouse du fameux milieu de terrain ghanéen Michael Essien, qui début 2017 est la mieux-disante et rachète le club pour 237 000 €, promettant, comme il est de coutume, de lui rendre sa splendeur passée. Mais après quelques mois de salaire impayé, le fiasco prend fin. Madame Essien clame haut et fort que ses cautions étaient bien solides et les comptes approvisionnés, mais elle est néanmoins bien obligée de jeter l'éponge car la réalité était tout autre. La FIGC, la fédération italienne, n'a alors d'autre choix que d'exclure le club des ligues professionnelles et de libérer les joueurs sous contrat. C'est finalement un petit groupe d'investisseurs italiens qui reprend le flambeau et parvient à faire remonter le club en Série C 2 ans plus tard. L'un d'eux, Massimo Nicastro, vit à Miami et fait jouer ses réseaux pour trouver un repreneur. Le club a été sauvé des abysses, certes, mais ses investisseurs n'ont pas d'ambition à long terme. Alors, pour attirer le chaland, Nicastro voit très juste et comprend que ce n'est pas le club qu'il va vendre, mais le cadre, la ville et le lac. C'est bien plus astucieux que de présenter une entité encore criblée de dettes non épongées et un club poussiéreux dont les installations tombent en ruine. Tout le monde refuse évidemment, surtout les Américains qui ne parviennent pas à se projeter avec autant d'inconnus, notamment en raison de l'état du très vétuste stade Sinagalia. Mais un investisseur plus exotique va finir par prendre le risque. La société britannique Cent Entertainment Limited, filiale du groupe indonésien Djarum. À la tête de la société, la deuxième génération de la famille Ardono, les frères Robert Boudi et Michael Bambang, héritiers de l'empire fondé par leur père et respectivement 61e et 65e fortune mondiale. Les 2 frères représentent la première fortune d'Indonésie et la 5e du continent asiatique. Ensemble, ils pèsent près de 50 milliards de $. Le groupe Djarum est tentaculaire.
mais tire la plus grande partie de ses revenus de sa participation majoritaire dans la Banque centrale d'Asie et du business des Kretek, ces cigarettes au clou de girofle qui représentent 90% du marché indonésien. Ils sont également présents dans l'immobilier, l'audiovisuel, l'e-commerce et désormais, pour à peine 850 000 €, dans le football italien. Autrefois endetté, Com possède désormais les seconds propriétaires privés les plus riches du monde après Carlos Slim à Oviedo et loin devant Rocco Commisso, Dan Friedkin ou Joe Saputo, tous bien en dessous des 10 milliards d'euros de fortune personnelle. Mettez-vous à la place des supporters. Auriez-vous imaginé qu'un jour votre club ayant fait faillite 2 fois en moins de 15 ans pourrait être le club le plus riche de tout le pays? Une preuve de plus, s'il en fallait, que la magie du lac est sans limite. La polyvalence du groupe Djaroum va d'ailleurs faire du club ce que l'ancien président Nicastro avait en tête, et que le président Duncan Niederauer a fait à Venise. Créer une marque autour de la ville et de la richesse de son patrimoine naturel, architectural et culturel. À l'aide de sa filiale Cent Entertainment et de sa division audiovisuelle Mola, le club va commencer à se mettre en scène sur les réseaux sociaux et va documenter sa renaissance à la manière d'une série Netflix. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il fallait faire avec un tel cadre, un historique aussi rocambolesque et un revirement de situation parfaitement hollywoodien. Cette renaissance démarre avec un homme en particulier qui va abattre dans l'ombre un travail de sape indispensable. Michael Gendler, dit l'Americano, est nommé au poste de directeur général après une riche expérience dans le merchandising chez Nike et un poste de directeur financier à l'Inter. Il possède donc une certaine maîtrise de la langue et surtout des spécificités administratives italiennes. Pendant 2 ans, il œuvre pour remettre Com dans le droit chemin financièrement et structurellement et parvient non sans mal à redresser la situation, n'hésitant pas pour cela à chasser tous les cadavres planqués dans chaque placard et affrontant au tribunal tous les créanciers des présidences passées quand il le faut. Une fois les bases consolidées, il était temps de commencer à reconstruire le club de A à Z avec un projet clair, pérenne et ambitieux. Début 2021, c'est l'ancien milieu de terrain anglais de Chelsea, Dennis Wise, qui fait son arrivée à la direction du club. En fait, il était déjà présent au sein de la galaxie Djaroum et supervisait Com de loin. Djaroum avait déjà créé une académie de football à Loughborough, au sud de Nottingham, dont l'objectif est de faire venir des joueurs indonésiens en Europe et de leur trouver un point de chute sur le vieux continent. Wise en était le directeur technique et sa mutation à Com devait à la base lui permettre de poursuivre ce travail au sein du club italien. Une idée vite abandonnée en raison des règles entourant le transfert des jeunes joueurs et surtout les réglementations concernant le nombre de joueurs étrangers. Finalement, et heureusement surtout, le projet est bien de construire un vrai club à Com et non un satellite. 6 mois après son arrivée, Wise voit déjà son club remporter la Série C et atteindre enfin l'antichambre de l'élite du football transalpin. Mais il le sait, il reste encore tellement à faire avant de franchir la prochaine étape, sur et en dehors du terrain. Surtout, il comprend qu'il lui faut désormais crédibiliser le projet et le rendre attractif. Il lui faut une tête d'affiche, une figure respectée dans le monde du football pour qu'enfin, le projet Com franchisse une vraie étape. Et comme dans toute belle histoire, c'est le hasard qui va faire son œuvre et offrir à Wise bien plus que ce qu'il recherchait. Alors qu'il négocie la venue en prêt du défenseur anglais Louis Binks de Bologne, Wise demande à son agent Darren Dean, fils du légendaire vice-président d'Arsenal David Dean, s'il a dans son réseau un milieu de terrain créatif à lui proposer. Dean souffle alors le nom de Cesc Fabregas, en fin de cycle avec Monaco. Wise explose de rire, mais Dean est très sérieux. Après un coup de fil au milieu espagnol, où il lui vend son projet et une reconversion qui paraissait déjà naturelle pour Fabregas, ce dernier accepte et rejoint librement la Lombardie au milieu de l'été 2022 pour un contrat de 2 ans. Surtout, le club s'assure sa présence à long terme et un rôle central dans son projet en le faisant rentrer au capital, faisant de lui un actionnaire d'autant plus intéressé par la réussite du club. Arrivé en grande pompe, l'ancienne plaque tournante d'Arsenal ne va jouer que 17 petits matchs et ne n'aura qu'une seule de ses 2 années de contrat. Mais l'essentiel n'est pas là. Il est venu et surtout il va rester sur les bords du lac. Au début de la saison 2023-2024, il prend la responsabilité de l'équipe U19. Mi-novembre, et alors que Com est 6e et déjà bien en place pour la course au barrage pour la montée, la tentation est déjà trop grande et Wise décide de se séparer de l'entraîneur Moreno Longo pour installer Fabregas sur le banc de l'équipe senior. Problème, Fabregas n'a pas encore tous ses diplômes et il ne peut occuper le poste que pour un petit mois. Wise fait alors appel à Ocean Roberts pour occuper le poste jusqu'à la fin de la saison et laisser le temps à Fabregas de remplir toutes les formalités nécessaires. On reparlera de Roberts un peu plus tard, car lui aussi est venu pour soutenir le projet sur le long terme. Pour en revenir à Fabregas, au cours de son bref intérim comme Mister, comme il est coutume d'appeler l'entraîneur en Italie, chacun a pu voir plusieurs éléments qui ne trompent pas.
Déjà, il n'a connu qu'une défaite, mais surtout, il s'exprime déjà dans un italien impeccable. Il a obtenu l'adhésion et l'admiration de ses joueurs, et il a posé les bases tactiques du jeu qui a permis à Côme de faire une magnifique seconde partie de saison. En faisant venir l'Espagnol, Wise a attiré un profil remplissant de nombreux critères difficiles à trouver sur le marché. Une expérience extensive du haut niveau, une personnalité respectée, humble et au service du club, et surtout un futur entraîneur probablement prédestiné pour le métier, avec un intérêt très marqué pour la formation. Quand on vient de la Masia et qu'on a fini sa formation sous la coupe d'Arsène Wenger à Arsenal, l'éducation au football est nécessairement un sujet central. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est lui qui a convaincu son ami et ancien coéquipier Thierry Henry d'investir à son tour dans le projet. Pourtant, bien que largement sollicité, l'ancien numéro 14 des Gunners a révélé qu'il a choisi le projet de Côme non pas seulement par affinité pour Fabregas et Wise, mais pour un facteur qui participe amplement à la grandeur de ce projet, l'implication de toute la communauté de Côme au sein du club. L'humain, les fans, les habitants, le tissu local. Car quand le Como 1907 se relève, c'est toute une ville qui marche à nouveau. L'importance capitale de l'ancrage local d'un projet qui aurait tout pour être démesuré est exactement ce qui différencie Côme du reste. La dualité entre le lac, tout ce qu'il représente et attire désormais, la richesse infinie des propriétaires d'un côté et le caractère populaire et humble des habitants de l'autre, cette dualité est si forte que l'addition de tous ces éléments devait donner une somme nulle. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. Si les tifosi ont mis un peu de temps pour accepter les Indonésiens et la structure dirigeante, trop pragmatiques qu'ils sont pour oublier leur passé, force est de constater qu'aujourd'hui, tous croient dans ce projet, car le club a fait un sans faute jusqu'ici. Premièrement, le club est désormais parfaitement sain économiquement, et ça n'était pas une mince affaire. Mais par-dessus tout, Jaroum et Wise ont tenu à inclure les supporters dans la construction de cette nouvelle ère. Ils ont ainsi eu l'occasion d'aider à quelques petits travaux d'embellissement du stade, afin de recréer une identité commune, fruit du mariage entre la ville et son club ressuscité. Et les exemples abondent en ce sens, comme celui d'Emanuele Corbelli, un fan de la première heure invité au centre d'entraînement dans la semaine pour motiver les joueurs et créer du lien. Ou bien celle d'Abi, un sans-abri qui maintenait propres les trottoirs de la ville et à qui Dennis Wise a offert un poste à la maintenance du stade. C'est tout le club qui s'implique dans la vie locale. Et l'argent des propriétaires a permis plusieurs actes de philanthropie remarquables et rares dans le football d'aujourd'hui, comme la sauvegarde d'un cinéma au bord de la faillite, des dons à l'hôpital de la ville lors de l'épidémie de Covid, ou le versement d'1 € par billet vendu à l'association End Polio Now. Côme se montre très investi sur les questions liées à l'enfance et à la santé, puisque le club arbore un message pour la prévention de la leucémie infantile sur son maillot third. Un programme d'accueil d'enfants en situation difficile et ou de situation de handicap a été mis en place tous les vendredis au centre d'entraînement dès 2019, et le club propose même à ses abonnés le don d'une layette aux couleurs du club à la naissance de chaque nouveau-né. Les dirigeants ont par ailleurs lancé le programme Como for Como, avec pour but d'arriver à n'utiliser que des ressources locales pour alimenter le club d'ici 2025. Et afin de respecter le caractère modeste de la ville, le club s'est engagé à ne pas changer de maillot tous les ans afin de ne pas transformer les vrais supporters en vaches à lait. Une vision du football et de son insertion dans la société qui pourrait sembler normale à tout à chacun, mais qui en réalité sont relativement isolées. Elles paraissent d'autant plus singulières lorsque l'on connaît le patrimoine démesuré de la famille Ardonneau, et pourtant, ce sont ces valeurs qui font de Côme un projet sans égal. Une autre composante identitaire et intégrale au projet, c'est la formation. On l'a dit, Fabregas y est très attaché, Henry aussi, car cela correspond aussi à l'identité passée du club et de toute la région. L'Atalanta, les deux géants de Milan et Brescia notamment sont des références en matière de formation, et avec le premier bassin de population du pays, la Lombardie offre un vivier riche. La formation était d'ailleurs au cœur du projet sportif dans les années 80, où Côme était surnommé l'usine à champions, et où un éducateur en particulier a fait éclore des talents comme Stefano Borgonovo, Pietro Verschowood, Marco Simone ou encore Gianluca Zambrotta. Cet homme providentiel, c'était Mino Favini, lui qui par la suite a rejoint Bergame avec une réussite encore bien supérieure. Domenico Morfeo, Alessio Tacchinardi, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini ou encore Roberto Gagliardini ont tous été polis entre les mains du Lombard, malheureusement disparu en 2019 et à qui l'Atalanta a dédié son nouveau centre de formation. On l'aura compris, le syncrétisme du projet de Côme est bien singulier. Regarder définitivement vers l'avant sans oublier les affres du passé. Conjuguer la culture humble et populaire des Comaschi et l'insondable fortune des dirigeants indonésiens. Conserver l'identité du club et de la région pour l'adapter au football d'aujourd'hui.
La chance de Djaroum aura finalement été de pouvoir partir d'une page quasiment blanche où subsistaient quelques tâches, environ 150 000 € de dettes. Ses contingences réglées, le focus a été placé sur le sportif. D'abord le maintien en série B, puis l'ambition de l'accession à la série A. Et pour cela, le travail hors du terrain a été et continue d'être colossal, et notamment au niveau infrastructurel. Car il faut se rendre compte d'où revient le club. Avant l'arrivée des Indonésiens en 2019, l'équipe première louait des terrains et changeait hebdomadairement de lieu d'entraînement, utilisant régulièrement des pelouses bien loin des standards du monde professionnel. Désormais, le centre de Mozate, à 30 minutes de Qom, fait office de centre d'entraînement fixe et sera amené à être mis à niveau progressivement. D'une coquille vide et délabrée, le club a créé son cocon actuel, mais nul doute que l'argent des propriétaires sera utilisé à bon escient très vite pour offrir au club des installations au niveau de ce qu'ils ambitionnent pour lui. À noter également que des terrains seront achetés prochainement pour agrandir l'académie. Toutefois, le dossier infrastructurel névralgique est toujours celui du stade Giuseppe Sinagalia. Commandé et inauguré par Mussolini en 1927, nommé d'après un champion d'aviron et héros de guerre local, ce stade de 13 600 places est l'un des premiers monuments du coin inspiré du rationalisme italien, un courant architectural démarré quelques années plus tôt. Situé au bord du lac, il offre un cadre magistral et certains l'ont surnommé le plus beau stade du monde. Étant dénué de quart de virage, on peut parfois admirer les avions y amérir en plein match. Mais ça, c'est ce que nous voyons de l'extérieur, car la réalité sur place dépasse cette caricature. Un manque d'entretien criant depuis des dizaines d'années a fait sombrer ces structures même dans un état de délabrement avancé, et absolument rien n'a été fait par les présidences passées pour améliorer la situation, pas même la mise en place d'un système d'évacuation d'eau de la pelouse. Et lorsque le club a voulu s'attaquer aux travaux, il a d'abord fallu attendre la reprise d'une activité économique suite au Covid, laissant ensuite place à une bureaucratie italienne n'ayant rien à envier à sa cousine française. Mais les choses finissent par avancer, et une extension de centaines voire de milliers de places et une remise à niveau général est prévue pour répondre aux normes de l'élite. Parallèlement, 3 cabinets d'architectes sont en compétition pour proposer des plans de rénovation en profondeur. Les Indonésiens souhaitent conserver l'histoire et la localisation du stade actuel, avec une capacité autour des 20 000 places, mais projettent de créer autour de cela une enceinte à la hauteur du potentiel économique de Qom, avec hôtels, magasins, etc. Lorsque l'on pense à la rénovation de Craven Cottage et de cette tribune au bord de la Tamise, on imagine à quel point le rendu peut être incroyable. L'objectif pour les propriétaires va être de continuer à créer une marque Como 1907, inspirée de la ville, du lac et du romantisme du football italien. Après tout, c'est surtout ça qu'ils ont acheté il y a 5 ans. Un peu comme Venise, qui a mis en scène chaque élément culturel et architectural de la ville pour confondre tourisme et football, à l'image aussi de ce que la Serie A fait à travers sa chaîne YouTube d'ailleurs. En ce sens, les choses avancent plutôt bien. Qom possède sa propre chaîne de télévision, qui retransmet les matchs notamment en Indonésie. Par ailleurs, le club vient de lancer un appel à candidature pour que de jeunes Américains puissent venir passer des essais de 3 à 12 mois au sein de l'académie qu'ils pourront éventuellement intégrer in fine. Une ouverture au marché asiatique et américain qui joue sur les finances du club, puisque les revenus du merchandising ont été multipliés par 40 depuis l'arrivée des Indonésiens. Et encore, ils estiment que le potentiel commercial n'a été exploité qu'à 20% jusqu'à maintenant. Ils estiment en revanche l'accomplissement du projet sportif à 40% et la structure en charge du terrain devrait aider à faire monter ce chiffre très rapidement. Tout d'abord, Carl Alberto Ludi, dit Charlie, au poste de directeur sportif. Le Lombard évoluait au poste de défenseur dans les divisions inférieures au début des années 2000. Suite à son diplôme obtenu à Coverciano, il a rejoint Como à l'arrivée des nouveaux propriétaires après une première et courte expérience à Novara. Créatif, plein d'idées malgré un budget nul pendant plusieurs années, il a réussi à construire un vrai groupe capable de se maintenir puis de lutter pour la montée. Un directeur sportif à suivre dans les prochaines années, surtout avec un vrai budget à sa disposition désormais. Pour l'accompagner dans sa tâche, le club a nommé en avril dernier l'anglais Ian Torrance au poste de directeur du recrutement. Spécialisé dans les marchés européens, nord- et sud-américains, il arrive de Southampton où il dirigeait le scouting international, avec de belles réussites comme Alcaraz. Enfin, Ocean Roberts. On a déjà évoqué son nom, qui vous est d'ailleurs sans doute familier. Il a été le directeur technique du Pays de Galles lors de son ascension et il est l'un des architectes de la qualification et du parcours exceptionnel des Gallois à l'Euro 2016. Un exploit qui lui a permis de prendre la suite de Nasser Largué à la direction technique de la sélection marocaine pendant 2 ans, avec un succès mitigé néanmoins. Il a ensuite rejoint le staff de Patrick Vieira à Crystal Palace durant 2 saisons. À Qom, il est venu épauler son ancien élève Cesc Fabregas, le temps que celui-ci puisse obtenir tous les diplômes nécessaires.
Et à compter de cet été, il deviendra le directeur technique du club et sa mission impliquera avant toute chose la progression des joueurs et de l'encadrement à tous les échelons du club. Et afin de donner à tout ce beau monde une preuve de cette ambition partagée, les dirigeants ont commencé à réellement investir dans la construction de l'équipe cette saison, dans l'espoir de pouvoir tenir la cadence et de jouer désormais la montée en fin de saison. Un recrutement non pas clinquant, mais cohérent, conforme à tous les aspects du projet et pour le moins réussi. La Série B est un championnat difficile, où le niveau est beaucoup plus homogène qu'à l'échelon supérieur. C'est une vraie course de fond, où l'expérience, la régularité et la profondeur d'effectifs font la différence. Et c'est en ce sens que Charlie Loudi a travaillé. Des habitués de la Serie A comme le gardien Adrian Samper, Gabriel Strefezza, Marco Sala, Daniele Baselli, Eduardo Goldaniga ou encore Simone Verdi ont rejoint les Biancoblù, les 3 derniers étant d'ailleurs lombards d'origine et donc probablement encore un peu plus impliqués. Ne misant pas uniquement sur le court terme, Loudi a voulu anticiper l'avenir aussi avec le recrutement de Matthias Braunöder, capitaine des U21 autrichiens, avec le Suisse Samuel Ballet qui est venu enfin franchir un cap à 23 ans, ou encore Nicolas Gioacchini, passé par Caen et Montpellier et auteur d'une belle saison à Saint-Louis City. Au total, ce sont pas moins de 10 millions d'euros qui ont été dépensés pour jouer la montée, soit 2 fois plus que Parme, le champion de cette saison. Mais aucun de ces joueurs n'a eu le même impact que celui qui est né et formé à Côme. Celui pour qui jouer avec ce magnifique maillot bleu signifie plus que tout. Celui qui est revenu sur ses terres après des années d'errance et malgré une arrivée tonitruante dans le football italien il y a 6 ans à peine. Patrick Cutrone, c'est le visage de cette nouvelle équipe, l'émanation concrète de l'ancrage local. Et de la rédemption aussi. Il est cette caution d'authenticité qui complète parfaitement tout le tableau peint jusqu'ici. Il y avait quelques-uns de ses coéquipiers présents au club depuis le début de l'aventure, comme le capitaine Alessandro Bellemo, Alessio Iovine ou Matteo Solini. Cutrone a comme chevillé au cœur et au corps, et grâce entre autres à ses 14 buts, son club et sa ville vont enfin retrouver la Serie A, plus de 20 ans après sa dernière apparition au sommet de la pyramide du football italien. Un match nul contre Cosenza a suffi à valider la 2e place directement qualificative pour la promotion, tandis que Venise, 3e, perdait à Spezia. L'aboutissement d'une saison d'une régularité éclatante, sans pour autant truster aucune catégorie statistique. Côme a abordé la Série B comme il le fallait, avec méthode, résilience et continuité. La chanson sera probablement un peu différente la saison prochaine, mais maintenant, le club a toutes les cartes en main pour passer un nouveau cap. La saison prochaine, on le sait, c'est Cesc Fabregas qui officiera sur le banc du Senigallia. Il va pouvoir encore affiner son projet de jeu, lui qui dirigeait déjà les séances d'entraînement cette saison. Il ambitionne un jeu de possession, et les statistiques montrent d'ailleurs une évolution en ce sens au fil de la seconde partie de saison. Le recrutement de cet été ira dans ce sens, sans aucun doute, et notamment au milieu de terrain, où les profils présents aujourd'hui ne répondent pas exactement à ce qu'il souhaite. Côme évolue aujourd'hui principalement dans un 4-4-2 malléable, mais Fabregas voudra sûrement passer sur un 4-3-3 qu'il ne connaît que trop bien, avec une belle dose de créativité et de maîtrise technique dans l'entrejeu. Il pourrait également faire appel aux jeunes du centre de formation, comme il l'a déjà fait cette saison. Fabio Rispoli a intégré l'équipe 1 et Giuseppe Mazzaglia n'en a pas été très loin. Le recrutement opéré par Loudi a d'ailleurs également concerné la Primavera, avec l'arrivée des Brésiliens Felipe Jack et Matteo Papaccioli, ainsi que celle de l'Irlandais Naj Razi. Alors que peut viser Côme désormais ? Le maintien dans un premier temps évidemment. Les dernières saisons ont montré à quel point le fossé est grand entre les 2 premières divisions et les promus ont souvent fait le chemin inverse 12 mois après leur montée. Avec un coach rookie qui plus est, le risque de voir Côme vaciller est décuplé. Bien sûr, on rêve tous de le voir réussir et son éthique de travail nous empêche évidemment de penser qu'il se croit déjà en terrain conquis, mais méfiance tout de même. Après tout, la renaissance de Côme s'est faite à belle allure, avec une patience obéissant toutefois aux ambitions raisonnées de toute une ville. Alors gageons que d'un club jouant le maintien sur les 2 prochaines saisons, Côme pourrait grimper un peu plus haut par la suite. Qui ne rêverait pas de soirées européennes au bord du lac après tout ? Le grand prédomine, disait Flaubert. Alors il ne semble que trop légitime de voir grand dans le cas présent. Tout dans ce projet y invite, et avec raison qui plus est. Ce lac n'est pas un mirage, il est une source. Il a nourri l'esprit de tant d'artistes au cours de son histoire, alors laissons-le faire encore une fois. Rêvons, et laissons le grand prédominer à nouveau. Côme est de retour. Enfin.